J'étais prête pour le voyage de ma vie. La valise roulait doucement sur les pavés du quai, une odeur de crème solaire flottait autour de moi, et les mouettes criaient comme si elles voulaient participer à la fête. Le soleil frappait contre la coque blanche du paquebot, les familles s'embrassaient, des enfants couraient avec des sacs gonflables. J'avais mis ma robe bleue préférée, celle qui faisait ressortir la couleur de mes yeux, et dans mon sac, entre le roman et le chapeau, il y avait un petit carnet où j'avais noté des adresses à Paris. Je riais toute seule, un rire qui partait du ventre. Je pensais à Raphaël qui, malgré tout, finirait par me laisser une place à la table un jour. J'avais imaginé ces enfants courant vers moi sur le pont, leurs mains chaudes, et Patricia qui me dirait « Maman, merci d'être venue ». Et puis, mon téléphone a vibré. 3 mots, net, comme un coup sec. « Tu ne viens pas », suivi d'un point d'exclamation, comme si l'écran voulait ajouter de la force à la blessure. Le message venait de Raphaël. Il était simple, efficace, froid. « Tu ne viendras pas en croisière avec nous ». J'ai relu. J'ai garni chaque mot de souvenir. De n'être pas invité aux réunions de famille, des fêtes où l'on avait fait t'asseoir en retrait parce que tu préfères ça, des anniversaires célébrés sans m'en parler, des cadeaux qui semblaient achetés pour remplir une case. J'ai regardé autour de moi, des couples, des familles, des valises bariolées, et tout s'est mis à tourner très lentement. Je me suis demandé si c'était une erreur, si c'était de l'humour mal placé, si Raphaël avait appuyé trop vite sur envoyer. J'ai ouvert la conversation. Pourquoi ? 3 secondes plus tard, une réponse secouée d'impatience. C'est une croisière familiale, maman. On ne peut pas prendre tout le monde. Il y avait un emoji, un clin d'œil, qui m'a paru plus cruel que n'importe quelle phrase. J'ai senti mes mains devenir lourdes. Le monde autour a repris son rythme. Le paquebot a lancé ses sirènes, comme si rien n'était intime assez fort pour arrêter les machines. Ce message n'était pas une première. C'était la dernière couche d'une peinture qui s'est appliquée lentement au fil des ans. Il a suffi d'un écran pour que tout ce qui était encadré, dissimulé, s'ouvre en grand. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. Ça m'aide à continuer à raconter. Je me suis isolée sur un banc, la valise à mes pieds, et j'ai laissé monter les images comme on laisse remonter des bulles d'un verre de champagne. Tout ce qui avait été petit, presque imperceptible, est devenu net. La façon dont Raphaël répondait aux appels quand il n'était pas disponible, les invitations envoyées en dernière minute, si tu n'as rien de prévu, les briques posées patiemment entre nous pour m'empêcher d'entrer vraiment dans sa vie. Je me suis rappelé les réparations de la chaudière qu'il m'avait demandé de prendre en charge, juste une avance, et la rénovation du jardin, on te remboursera dès que possible, qui ne s'est jamais matérialisée. J'ai vu, en mémoire, la signature pressée d'un document que j'avais signé sans lire, persuadée que c'était une formalité, un geste d'aide envers mon fils, un geste d'amour, je croyais. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce document allait me renvoyer à une vérité plus dure. La maison dans laquelle il vivait n'était pas seulement aidée par moi, elle était légalement liée à mon nom. Les jours qui ont suivi le message se sont organisés comme une mécanique implacable. J'ai pris des rendez-vous, j'ai fouillé dans des tiroirs que je ne visitais qu'occasionnellement, remettant la main sur des reçus, des enveloppes, des contrats signés dans la hâte d'une confiance mal placée. La phrase « tu ne viendras pas » s'est installée comme une boussole. Chaque tiroir, chaque papier, chaque souvenir se trouvait soudain orienté vers ce centre de douleur. Un après-midi, en emportant un paquet de factures chez Raphaël, j'aimais les laisser sur sa table comme on plante une marque d'affection, j'ai ouvert son bureau sans frapper. Il travaillait à la cuisine, absorbé, et je me suis permise de ranger un empilement de papier. Une enveloppe cartonnée, simple, avec une écriture à la main, acte de propriété. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais pas besoin d'ouvrir pour comprendre, mais je l'ai fait. Les yeux se remplissent de choses, et parfois c'est leur propre poids qui vous assomme. Le document n'était pas ce qu'on attend d'un geste d'aide. Il portait mon nom, en toutes lettres, comme une promesse scellée sans que j'en comprenne la nature exacte. J'ai senti une sorte de vertige, pas physique, celui de la trahison mesurée. Je l'ai apporté chez moi, mis le document sur ma table à manger, et ce soir-là, j'ai appelé un ami, Dr Marcello, qui n'est pas un magicien, mais qui connaît les mots qu'on peut dire quand on veut rétablir des frontières. J'ai essayé d'expliquer sans laisser la voix trembler trop fort. Je n'ai jamais voulu que la maison soit à mon nom. C'était une aide, un soutien, pas un transfert. Il n'a pas dit beaucoup. Lisez bien le document, documentez tout, consultez un avocat local, ne prenez aucune décision précipitée. Je n'ai pas demandé une permission pour partir en croisière, mais j'ai compris que je devais reprendre la maîtrise des espaces qui portaient mon nom. La colère, à ce stade, était plus vive qu'une flamme d'allumette, mais moins destructrice qu'un feu. Elle m'a servi de lumière. Elle m'a aidé à voir comment, derrière le sourire familial et les mots doux, s'étaient glissées des attentes non dites, que je paierais, que je serais disponible, que mon corps et mon temps m'appartiendraient toujours. Quand on donne sans garde, on finit souvent par être prise pour une ressource, pas pour une personne. J'ai pris un carnet. J'ai listé « immobilier », vérifié l'acte.
Économie, revoir les comptes partagés. Communication, prendre copie de tous les SMS et emails. J'ai signé un rendez-vous avec Teresa, une agente immobilière qui était aussi une amie de longue date. J'ai eu peur d'elle pendant 30 secondes, peur qu'elle juge mon choix, mais Teresa a eu un regard de femme qui sait lire les maisons et les cœurs. Si c'est votre décision, m'a-t-elle dit, il faudra être méthodique. On mettra en valeur, on exposera la lumière, puis on laissera venir les acheteurs qui sauront voir. La décision de vendre n'a pas jailli d'une colère explosive. Elle est née d'un calcul simple, récupérer ma dignité. La maison était un coffre où j'avais enfermé des années, souvenirs, factures, espérances, et bien que l'idée de vendre me terrifie, l'image la plus nette qui me revenait était celle d'un espace où mon nom servait de caution, non de reconnaissance. Vendre signifiait retirer ma signature de dessous l'ombre portée. Vendre signifiait me permettre de respirer sans me demander si chaque geste était une dépense calculée. Les préparatifs furent un mélange de minutie et de renoncement. J'ai commencé à trier. Photos, lettres, carnets. Tout ce qui parlait de moi a été mis de côté. Les meubles, certains m'étaient chers. D'autres, je les ai regardés comme s'ils portaient des scories d'alors. J'ai laissé partir des chaises, des lampes, des étagères, qui fonctionnaient depuis des années comme des témoins silencieux de ma générosité. Je ne faisais pas un acte d'humiliation contre qui que ce soit, je faisais la délicate opération de ma propre libération. Il y a eu des visites. Camilla et Roberto sont venus un matin de printemps, main dans la main, les yeux brillants d'une envie presque tendre. Ils ont marché de pièce en pièce, commentant la lumière, la disposition, la plomberie, des mots pratiques, des gestes concrets. Ils sont restés un long moment dans le salon, là où j'avais pris tant de café avec Raphaël quand il était petit, et ils ont dit « Avec un peu de peinture, cela va être magnifique ». J'ai souri parce que c'était vrai, et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un regardait la maison comme un espace à aimer et non comme un outil à prendre. Le contrat est venu plus vite que je ne l'avais imaginé. Sans donner de détails juridiques, je n'en ai ni le droit ni l'envie ici, je peux dire que j'ai senti le poids du papier comme le poids d'une décision qui n'était plus seulement administrative, c'était la mise en mouvement d'une vie. J'ai laissé une copie de l'acte sur la table de la cuisine, posée avec une lettre que j'avais écrite à Raphaël. Je n'enverrai pas la lettre par message, j'ai choisi la force tangible du papier, comme si un texte imprimé pouvait mieux traverser la surface glissante des excuses. La lettre était simple. Je lui expliquais, non sans douleur, les étapes qui m'avaient conduite là, le message sur le quai, la découverte de l'acte, ma décision pour ne plus être dépositaire de responsabilités qui me dévoraient. J'ai écrit que je ne voulais pas lui faire du mal, que je n'aspirais pas à la punition, mais que je n'accepterais plus d'être invisible. Je lui ai dit que je restais sa mère, mais que je ne serais plus l'esclave des dettes émotionnelles. J'ai signé, répété une fois, avec amour, Elena. Puis j'ai laissé la copie de l'acte à côté, pour qu'il voie la chose dans sa matérialité. Le jour où la maison est devenue vide, il y avait un silence presque aérien. Les cartons vides faisaient des longues lignes sur le parquet. J'ai mis de la musique, une vieille compilation de chansons que j'écoutais quand j'étais jeune, et je me suis surprise à danser au milieu des pièces, les cheveux relevés, les manches retroussées. Ce n'était pas un spectacle théâtral, c'était une danse simple, la tête et les hanches qui apprenaient, pour la première fois depuis longtemps, à répondre à ma propre cadence. Je n'avais pas l'air fière, j'avais l'air d'une femme qui découvre ses muscles après une longue convalescence. Avant de partir, j'ai photographié certains coins, par superstition peut-être. J'ai mis le dernier cadre dans une boîte et en fermant la porte, j'ai senti que quelque chose en moi se resserrait, comme un muscle qui se remettait en tension pour reprendre la route. Je n'étais pas vindicative, j'étais déterminée. La vente n'était pas une revanche gratuite, elle était une restauration. Si je devais perdre quelque chose, un toit, une mémoire de blague, la proximité bruyante d'enfants, alors je préférais gagner la possibilité de me retrouver. Le jour du départ pour Paris, j'ai pris un vol court mais chargé d'images. La pluie de Veracruz s'est mêlée à la lumière tamisée de l'avion. À l'arrivée, Paris m'a accueilli avec un ciel bas et humide, comme une éponge qui nettoie. Les rues étaient piquetées de parapluies et l'air sentait la pierre mouillée et le café. J'avais réservé un petit appartement dans le Marais, un lieu modeste mais plein de fenêtres. J'ai ouvert la fenêtre et laissé entrer le bruit urbain, un chat qui crie, des pas précipités, quelqu'un qui rit fort.
J'ai posé mes cartons et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pensé à qui j'avais aidé ou à qui j'avais dû être. J'ai pensé à moi. Le matin suivant, je suis allée à l'atelier d'aquarelle. L'odeur de l'eau et du papier mouillé m'a frappée, comme une familiarité lointaine. J'avais peint lorsque j'étais plus jeune, entre 2 emplois, et puis la vie avait passé ses appels obligatoires. Les couleurs ont-elles un pouvoir de réparation ? Je ne le sais pas en doctrine, mais je sais que lorsqu'on mélange le cobalt et le rose sur une palette et qu'on laisse l'eau courir, le papier accepte la forme que l'on veut pour soi. Mes premières peintures furent hésitantes. C'était comme apprendre à parler une langue oubliée. Les autres femmes de l'atelier, certaines jeunes, d'autres plus proches de mon âge, m'ont regardée avec curiosité, puis avec bienveillance. Une d'elles, Élise, a pris ma main pour nettoyer un pinceau et a dit « Vous avez une belle manière de laisser la couleur respirer ». Petit à petit, mon rythme s'est réglé autour de l'aquarelle. Les matinées, j'apprenais à voir les nuances dans le gris d'un ciel parisien. Les après-midi, je flânais dans les librairies, feuilletant des livres d'art. Mes soirées, je les passais à écrire des lettres, à Raphaël parfois, sans adresser, à ma sœur Maria toujours. Une journée calme à Paris avait le goût de céramique et d'huile, simple et vrai. Mais les fils que j'avais laissés derrière moi n'étaient pas coupés d'un seul geste. Un beau matin, mon téléphone a vibré avec un numéro familier. L'écran a affiché Raphaël. Mon cœur n'a pas bondi comme autrefois. Il a éprouvé une vigilance nouvelle. Nous avons échangé des phrases. Son ton était celui d'un homme blessé dans son orgueil. Il a menacé d'action, un mot juridique prononcé comme si cela allait me pétrifier. Je lui ai répondu avec calme. Je n'ai pas expliqué ma démarche comme une revanche. Je lui ai dit que j'étais à Paris, que je peignais, que je cherchais à me tenir droite. Il a raccroché sans adieu. Ce téléphone fut comme la première vague que l'on voit venir. Elle n'est pas encore la tempête, mais elle rappelle que la mer est vivante. Je suis repartie à l'atelier, la main un peu plus légère sur le pinceau, mais consciente que mes choix avaient allumé des feux que je devrais surveiller. La liberté que j'avais conquise n'était pas une ligne droite. Elle engageait présence et prudence. Je ne voulais pas retourner en arrière. Je voulais établir un nouveau pont, mais cela supposerait des réparations longues, peut-être douloureuses. À Paris, j'ai rencontré des personnes qui ne me connaissaient pas comme la mère d'eux, mais comme Elena, la femme qui aime la couleur. J'ai trouvé des voix qui me disaient des choses simples. Continue, montre-nous. L'une de ces personnes, une galériste modeste du quartier, a vu une aquarelle qui lui a plu. Elle m'a proposé une petite place dans une exposition collective. Je n'ai pas cru tout de suite que cela m'arriverait. Nous avons fixé une date, timide comme une promesse. Et pourtant, l'idée qu'on accroche mes feuilles, que d'autres regardent mes doigts trempés dans l'eau, m'a donné un sens de mouvement que je n'avais plus ressenti depuis des années. Les messages de la famille arrivaient par intermittence. Certains étaient neutres, d'autres portaient une fatigue sous-jacente, une culpabilité qui ne se formulait jamais. Raphaël m'écrivait parfois en majuscules. Il voulait savoir les détails, il voulait des réponses. Je répondais par fragments, sans rentrer dans les justifications. Je n'avais pas à prouver la justesse de mon choix à quiconque. J'avais juste à vivre selon mes nouvelles règles. La scène s'ouvrait sur une promesse incertaine. J'avais redessiné les contours de ma vie, mais je devais encore affronter les ombres qu'elle projetait. Je savais qu'il y aurait des conversations difficiles, des gens qui me trouveraient dure, d'autres soulagés. J'avais perdu quelques relations au passage, et j'avais gagné des mains qui ne réclamaient rien d'autre que ma présence. J'avais cédé un toit, mais j'avais repris la possibilité de décider de qui j'accueille sous mon toit intérieur. Un soir, en rentrant d'un café, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, une lettre écrite de la main de Patricia. Elle contenait des mots maladroits et une photo de Matteo et Julia, souriant, avec des dessins colorés. Patricia demandait le temps. Elle parlait de peurs qu'elle n'osait pas nommer et d'un amour compliqué. J'ai posé la lettre sur la table et pendant un moment, j'ai regardé la carte aux couleurs naïves. J'ai senti une tendresse mélangée à une prudence. La réconciliation, je le savais désormais, ne se négocierait pas en un clic. Elle demanderait des preuves, des habitudes, un travail continu pour apprendre à respecter des limites. Quelques semaines plus tard, la galériste a confirmé l'exposition. J'ai préparé mes feuilles, sucré mes pinceaux d'eau tiède, et j'ai senti un frisson de peur mêlé à une joie tranquille. Les premiers visiteurs m'ont donné des retours fragiles, parfois intimes. Une femme s'est approchée, a regardé une aquarelle bleue que j'avais intitulée « Matin après le départ » et elle a dit « On sent qu'il y a une histoire derrière ». Elle n'a pas cherché à la connaître. Elle a laissé à mes couleurs le soin de raconter. C'est là, au milieu des regards, que j'ai compris quelque chose d'essentiel.
La liberté que je cherchais n'était pas seulement de fuir, c'était d'entrer dans des espaces où l'on me reconnaissait pour ce que j'étais, pas seulement pour ce que j'avais donné. Je marchais dans cette nouvelle ville comme quelqu'un qui se réapproprie une voie longtemps prêtée. Et pourtant, quelque chose d'imprévu s'approchait. Un message restait en suspens, une vibration qui ne voulait pas mourir. Raphaël n'était pas du genre à accepter la perte tranquille. Le récit, pour l'heure, prenait un certain équilibre. J'avais fait le choix, j'avais payé le prix émotionnel de la rupture et j'avais gagné une respiration nouvelle. Mais les fils familiaux ne s'étaient pas effacés. Ils étaient tendus, vibrants, prêts à réagir. Mes journées à Paris se peuplaient de couleurs nouvelles et mes nuits étaient habitées par des phrases non dites. C'est avec cette ambivalence, la joie timide et la vigilance retenue, que je continuais à peindre, à écrire, à respirer. La vie m'émoussait les frontières anciennes, mais elle m'en proposait de nouvelles à tracer. Partager cette histoire n'est pas un acte de triomphe. C'est une main tendue vers d'autres qui reconnaissent la douleur de la dernière place et la soif d'un espace où l'on peut enfin appartenir à soi-même. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et revenez pour la suite. La vie m'émoussait les frontières anciennes, mais elle n'effaçait pas les traces qu'elles avaient laissées. Elles restaient comme des sillons dans le sol, et il fallait désormais apprendre à marcher en évitant les crevasses. Les jours à Paris se succédaient avec une lenteur douce. Je peignais, j'écrivais, je racontais peu. Pourtant, chaque matin apportait son courrier, chaque soir ses petites nouvelles, un message court de Maria, une carte postale d'une cousine éloignée, une photo envoyée par Patricia où les enfants riaient avec la bouche pleine de glace. Je répondais aux photos comme on caresse une chose fragile, avec prudence et désir. J'avais décidé de ne pas répondre à toutes les provocations. Quand Raphaël envoyait des messages en majuscules, je les lisais, attendais, puis répondais en phrases simples. « Je suis à Paris, je peins, nous en parlerons. » C'était la vérité, et elle suffisait. Les menaces juridiques qu'il murmurait à voix haute, retransmises par des appels en colère, n'avaient pas la puissance qu'il espérait. Elles mouillaient l'air, mais ne faisaient pas flamber le papier sur lequel reposait ma décision. J'avais laissé la copie de l'acte sur la table. Elle avait une matérialité que nul SMS ne pouvait effacer. Un après-midi, alors que je retouchais un coin d'un ciel trop pâle, Teresa m'a appelée. Sa voix avait cette efficacité maternelle qui me rassurait. « Ils emménagent demain », a-t-elle dit. « Camilla et Roberto ont signé. Ils t'ont demandé s'ils pouvaient te rendre visite avant d'emménager, pour prendre des idées. » J'ai accepté. J'avais besoin de savoir que la maison, désormais, allait être habitée par des gens qui la verraient comme une maison, et non comme un titre à utiliser. Cela m'a apaisé plus qu'un long discours. Le jour de la visite, Camilla m'a serré dans les bras comme on embrasse une vieille amie. Et Roberto m'a offert un petit sac de graines, pour le jardin, dit-il avec un sourire. Il parlait de couleurs, de lampes, d'idées pour la cuisine. Je leur ai montré comment la lumière tombait le matin sur le parquet. Ils ont pris des mesures avec sérieux et une joie presque naïve. Avant de partir, Camilla a déposé sur la table un petit carnet, un carnet de remerciements, et m'a demandé si je voulais écrire quelque chose. J'ai griffonné. Merci d'aimer ces murs comme je les ai aimés. Prenez soin d'eux. Ce fut un rituel simple qui fermait une boucle, donner la maison à ceux qui y mettraient du monde plutôt que des attentes. Les semaines suivantes, la vie à Paris a pris une cadence d'études et de café. J'ai développé une habitude. Le matin, l'atelier, l'après-midi, les promenades, le soir, l'écriture. Parfois, je restais des heures assise à la fenêtre, regardant la pluie dessiner des nervures sur le pavé. Les couleurs que je déposais sur le papier n'étaient plus tant des paysages que des états, des bleus de réveil, des gris d'acceptation, des roses de petite joie. Les autres artistes de l'atelier, femmes et hommes de tous âges, ont commencé à m'appeler Madame Helena, avec une douceur qui m'a surprise. Ce titre, prononcé sans attente, m'allait comme un vêtement propre. Puis vint l'invitation à exposer. La galériste, qui s'appelait Jeanne, avait un regard qui laissait passer les gens sans les bouger, mais savait repérer ce qui pouvait toucher. « Vos feuilles disent quelque chose que beaucoup de gens reconnaissent », m'a-t-elle expliqué en me tendant un café. « Ce n'est pas de la plainte, c'est une mémoire transformée. » La montée d'adrénaline qui suit une reconnaissance publique est étrange. On a peur de ne pas être à la hauteur, mais on se sent également porté par une énergie inconnue. L'inauguration fut modeste, mais elle a posé un jalon. J'ai rencontré des personnes qui se sont approchées, ont lu les titres, se sont arrêtées. L'une d'elles, une grand-mère à l'œil vif, m'a dit « Vos couleurs me rappellent ma sœur ». Une remarque comme une brise tiède qui pénètre un vêtement trop serré.
C'est dans ce contexte de reconstruction que Raphaël a demandé à me voir. Pas chez moi, pas à l'atelier, mais dans un café discret près du marais, un lieu neutre où la lumière tombait de biais sur des tables en bois. J'avais hésité. Rencontrer Raphaël signifiait ouvrir une porte que l'on croyait refermée. J'en avais envie et peur, dans l'ordre indistinct où surviennent les sentiments compliqués. Finalement, j'ai répondu « Très bien, vendredi, 10h ». J'ai mis une robe sobre, un foulard, et j'ai pris soin de ne pas paraître en attente de compliments. J'étais curieuse, c'était ma manière d'être franche avec moi-même, voir ce que ces gestes porteraient. Il est arrivé en retard. Il avait l'air fatigué, la veste froissée comme une promesse abandonnée. Quand il s'est assis, il a évité de me regarder. Son regard fixait la table, puis la tasse, puis revenait vers moi avec incertitude. « Maman », a-t-il commencé, et le mot résonnait comme un appel à la fois humble et fier. Je suis venue parce que je crois qu'on doit parler autrement. Je l'ai laissé parler. Il a expliqué ses peurs, ses raisons, pas toujours claires, pas toujours honnêtes. Il a dit qu'il avait mal pris la vente, qu'il s'était senti trahi comme si l'on lui arrachait un héritage. Et dans la même phrase, il a avoué sa honte d'avoir envoyé ce message au port. J'ai écouté sans interrompre. À un moment, il a relevé la tête, les yeux brillants. « Je n'ai pas su dire merci autrement », a-t-il murmuré. On grandit en croyant que la bonté des parents est inépuisable. Il a parlé de pression, des factures, de la peur d'être jugé par une famille qui regarde et compare. Il semblait à la fois vieux et jeune, coincé dans une logique d'enfant qui craint qu'une décision d'adulte provoque une rupture définitive. J'ai senti la colère s'éloigner, remplacée par quelque chose de plus réel, la reconnaissance de ce que, parfois, la faute et la fragilité forment un même tissu. Malgré tout, je ne pouvais tolérer que tout reprenne comme avant. Je ne veux pas d'un retour à l'ancien modèle, lui ai-je dit, sans crier. Je veux que l'on puisse s'appeler pour des choses vraies, pas pour qu'on me demande des chèques ou des coups de main sans respect. Il a hoché la tête et ses mains tremblaient légèrement. « Je suis prêt à faire un travail », a-t-il affirmé. « Je suis prêt à voir quelqu'un, à parler, à changer. » J'ai senti la sincérité quand elle était là et le mensonge quand il tentait de s'y glisser. Nous avons convenu d'un point pour commencer, une rencontre hebdomadaire en présence d'un thérapeute familial. Je l'ai inscrit à un praticien que Dr Marcello me recommandait de manière prudente. La thérapie n'est pas une baguette magique, mais elle offre un espace où les mots peuvent être déplacés, testés, réparés. Les premières séances furent rugueuses. Raphaël se défendait, troublé par l'idée qu'il puisse avoir été blessant. Patricia, lors d'une séance en visioconférence, a admis sa propre culpabilité, mais a aussi parlé de sa peur, celle d'être insuffisante face aux attentes d'une belle famille. Les discussions ont parfois dérapé en reproches anciens, en listes d'offenses, mais la présence d'un tiers et d'un cadre a forcé à revenir sur des faits concrets et des engagements précis. À la sortie d'une de ces séances, Raphaël m'a pris la main maladroitement. « Je veux que Matteo et Julia t'aient », a-t-il dit sans regarder, « mais je veux que cela soit juste, pour eux et pour toi. » J'ai compris à ce moment que la demande venait de quelqu'un qui apprenait la responsabilité affective. J'ai accepté une proposition, des week-ends tous les 15 jours et une 60aine d'heures réparties sur le mois pour être avec les petits, sans que cela n'impose de présence continue ni de dette. J'ai demandé en échange des limites claires, une adresse où je pourrais les garder pour des week-ends, des règles concernant l'accès à mes comptes et le respect de mon calendrier. Raphaël a accepté. Le plus difficile dans ces mois a été d'apprendre à recevoir sans suspicion et parfois de savoir refuser sans culpabilité. Lorsqu'on m'a proposé d'animer un atelier pour enfants dans la galerie, j'ai d'abord hésité. Et si l'invitation était un moyen de me rapprocher pour mieux me demander ensuite un service? Puis j'ai pensé aux enfants. Eux ne connaissaient pas encore la mécanique des dettes affectives. Ils connaissaient juste la couleur et la pâte à sel. Le jour de l'atelier, Matteo et Julia sont arrivés avec des petites mains collantes. Matteo, sérieux comme un petit magistrat, a choisi le bleu le plus sombre et l'a étalé en volute. Julia a saupoudré de paillettes, une vraie princesse de quartier. Il riait, m'attrapait le doigt pour me montrer un trait, un renversement de couleur. J'ai senti dans ces instants-là que ma place auprès d'eux pouvait être autre chose qu'un réservoir de service, une présence qui nourrit, calme et invente. Les mois d'après furent une succession de petites reconnaissances, une vente d'une aquarelle qui payait une partie de mes dépenses, une invitation à un petit marché d'artisanat où j'ai vendu des cartes postales, un déjeuner avec Maria au bord d'un bassin où elle m'a confié ses peurs de sœur protectrice. « Je t'ai vue vaciller », m'a-t-elle dit en riant doucement, « mais tu as tenu ?» Sa main sur la mienne avait la force d'un ancrage. Les visites de famille se sont organisées avec plus de soin. Patricia a commencé à venir, parfois seule, parfois avec les enfants. Ses messages se sont faits moins raides. Elle s'est excusée à voix basse pour des choses qu'elle ne pouvait pas totalement formuler. Des paroles échappées, des silences trop faciles. Ce sont des gestes minuscules,
mais il parle une langue durable. Un épisode a failli tout refaire chavirer. Un courrier d'un avocat anonyme, une lettre sèche qui demandait des explications, évoquait des irrégularités et laissait sous-entendre des poursuites. J'ai senti un frisson, puis j'ai rangé la lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu à l'émotion immédiate. J'ai pris contact avec Dr Marcello, lui ai donné une copie, et il m'a conseillé, en homme de bon sens, de rassembler les documents et de rester disponible à une médiation si nécessaire. La stratégie fut simple, ne pas faire de théâtre, mais être exigeante sur les preuves et calme dans la posture. Raphaël a essayé d'utiliser la peur comme une arme, cela a achevé de lui apprendre le prix de ses impulsions. Il y a eu ensuite un moment d'éclaircie qui restera gravé dans la mémoire, la première soirée où je suis revenue en visite à la maison Vendée, invitée par Camilla et Roberto. Ils m'avaient demandé si je voulais fêter un petit meuble remis en état. J'ai accepté par curiosité. Quand j'ai ouvert la porte, la maison n'était plus la même. Elle avait pris une histoire différente. Les murs avaient des photos d'eux, des plantes aux fenêtres, une table où on posait du pain. Matteo et Giulia couraient sur le palier, et pour la première fois, Raphaël n'était pas en train de se débattre avec un dossier. Il était simplement père, et il semblait étonné d'être heureux de l'être. Nous avons mangé ensemble, sans cérémonie. Une sorte de paix fragile s'est installée. Les enfants m'ont tourné autour, me montrant des constructions, m'offrant des morceaux de leur bonheur comme si c'était des trésors. La réconciliation n'a pas été instantanée. Il y a eu des reculades, des moments où l'envie de tout abandonner revenait comme une vieille tentation. Mais à mesure que la confiance se reconstruit, les petites habitudes changent. Raphaël appelle avant d'envoyer une requête, Patricia propose de s'occuper d'un trajet sans attendre une demande, et surtout, il y a des gestes concrets qui ne se remplacent pas par des mots. Quand j'ai eu besoin d'un rideau posé pour mon appartement parisien, elle est venue avec une amie et a passé l'après-midi à le coudre avec moi, en parlant de choses banales et en riant. À l'atelier, on m'a proposé d'organiser un petit stage en Toscane. Rien de luxueux, une semaine dans une maison de paysans transformée en résidence d'artistes. La proposition venait d'une amie galeriste qui avait des contacts. J'ai hésité. Accepter le voyage me semblait une cerise sur un immense gâteau d'effort et d'économie. Raphaël, cette fois, a été celui qui a proposé de contribuer. Pas pour acheter ma gratitude, mais pour dire « merci d'avoir tenu une place pour nous ». Il l'a fait avec maladresse et générosité à la fois. Au lieu de me présenter une enveloppe, il m'a offert le billet, timide comme un enfant offrant une fleur. « Pour toi », a-t-il dit, « parce que tu le mérites ». J'ai accepté, non pas pour le cadeau, mais pour la possibilité d'un geste qui reconnaissait mon espace. Accepter n'était pas un retour au passé, c'était la reconnaissance d'un présent où nous pouvions échanger sans dette. La semaine en Toscane fut une respiration profonde. Le soleil y avait une autre densité, la lumière tombait sur des oliviers et l'air portait l'odeur du romarin. J'ai peint des vignes, des murs roses, des bouts de ciel qui semblaient brûlés par la beauté. Le groupe était petit, composé de femmes et d'hommes de divers âges. Nous partagions des repas simples, des histoires de vie, des silences. Une nuit, tard, je me suis promenée au bord d'un champ et j'ai pensé à tout le chemin parcouru, au quai de Veracruz, aux mots tranchants sur un écran, à la décision qui m'avait coûté des nuits d'insomnie, mais qui m'avait rendu quelque chose de plus précieux que l'argent, le droit d'être reconnu en tant que personne entière. À mon retour, Raphaël avait organisé une surprise simple, un dîner avec seulement les enfants et Patricia. Il avait préparé une tarte aux pommes, maladroitement brûlée sur une côté, mais cela n'avait pas d'importance. Nous avons dîné sans théâtre. Matteo a raconté une blague, Giulia a dansé sur la table, et j'ai ressenti un apaisement que je n'aurais pas su prédire. La relation s'était transformée. Elle était moins tenue par des attentes tacites et davantage par des accords simples, écrits ou non, respectés par des actes. Je n'ai pas retrouvé la confiance totale du jour au lendemain. Il restait des traces, des non-dits, des peurs tenaces. Mais l'idée d'être replongée dans la servitude affective qui m'avait épuisée a diminué. Raphaël a suivi sa thérapie, il a changé certaines habitudes et il a appris à demander ce qu'il voulait plutôt que de l'exiger. Patricia s'est montrée plus attentive. Et surtout, un accord a été clair entre nous. Je n'étais jamais plus à la disposition automatique de demandes financières non convenues. Si quelque chose devait être proposé, il demanderait, expliquerait et participerait à la solution. C'était une règle simple, un filet protecteur. Ma peinture, de son côté, continuait à se nourrir de ces épisodes. J'ai transformé une série, que j'ai appelée « Fenêtres ouvertes », en une exposition itinérante. Des gens m'écrivaient pour me remercier d'avoir déplacé, dans les feuilles, leurs propres ressentis. La tristesse d'un départ, la joie d'un retour, l'odeur d'un café partagé. Les retours chaleureux m'ont rappelé que la douleur transformée peut aussi servir d'étincelle pour d'autres. Mon atelier s'est agrandi, accueillant des stages pour débutants où les gens venaient parfois raconter leurs histoires entre deux la vie. Je me retrouvais à écouter, à encourager, à proposer des exercices simples.
Laissez l'eau mener le pinceau, disais-je, et cela ressemblait parfois à du conseil de vie. Laissez la vie vous emmener, mais décidez où vous posez les pieds. L'un des moments les plus doux fut la première fois que Mathéo, bras barbouillé, m'a appelé professeur. Il était fier d'avoir peint un oiseau et m'a serré si fort que j'ai senti sa respiration chaude contre mon cou. Ce petit titre, innocent et large, me fit cet étrange cadeau. Il me reconnut dans un rôle qui n'était ni sacrificiel ni utilitaire, mais simplement porteur. Il m'a donné la permission d'être moi, avec mes limites, avec mes envies. Le temps, finalement, a fait son œuvre. Les menaces juridiques se sont éteintes dans le silence d'un dossier sans fondement. Raphaël a compris que la performance d'un avocat coûte cher et qu'il y a parfois des gains plus grands dans la sincérité quotidienne. Nous avons convenu de quelques règles pratiques, une communication claire, des rendez-vous pour parler et des moments pour être simplement ensemble, sans histoire à régler. Les enfants continuent à grandir, comprimant parfois notre patience, élargissant parfois notre tendresse. Un soir, alors que j'accrochais de nouvelles feuilles pour un petit marché, j'ai reçu un message de Patricia. « Cours. On a réfléchi. On voudrait t'emmener en Italie. C'est notre manière de dire merci. Le voyage serait pour toi, juste toi. » J'ai relu le message plusieurs fois. Accepter signifiait ouvrir une porte nouvelle, mais sans garanties anciennes. J'ai répondu « D'accord. Je viens si c'est un vrai voyage pour moi, sans attente. » Elle m'a répondu avec des points d'exclamation et un cœur. Le geste m'a touchée, non pas pour la valeur matérielle, mais pour la reconnaissance qu'il impliquait. Quelque chose de donné sans condition. J'ai senti que pour eux, cela représentait aussi un apprentissage, d'offrir sans calcul, d'écouter sans exiger. Le voyage en Toscane fut suivi, quelques mois plus tard, d'un petit périple en Italie du Nord. Nous avons marché entre collines, bu un vin de rouge trop léger pour des palais exigeants, et ri parfois d'un mot mal placé. Ce voyage fut pour moi une confirmation. La frontière que j'avais tracée n'avait pas asséché l'amour, elle l'avait clarifié. Nous avons ri ensemble, discuté, et parfois simplement regardé un paysage sans rien dire. Le cadeau était un pas vers une relation nouvelle, une reconnaissance tangible que j'avais reconquise une place qui n'était pas une position de service, mais une présence choisie. Aujourd'hui, les choses ne sont pas parfaites, elles sont différentes. J'ai un petit appartement plein de fenêtres, un atelier où je reçois des élèves, des expositions occasionnelles et des week-ends avec mes petits-enfants qui me remplissent de joie. J'ai appris à dire non et à le dire avec douceur. J'ai appris que la dignité se défend par des gestes ordinaires autant que par des décisions exceptionnelles. J'ai aussi appris que le pardon n'efface pas l'histoire, il la transforme en pierre sur laquelle on construit, non en oubli. Parfois la nuit, je pense au quai, à ce message qui a été le catalyseur de tout. Je ne le regrette pas. Sans cette blessure, je ne serais peut-être pas montée dans l'avion, je ne me serais pas retrouvée face à mes couleurs. La danse dans la maison vide reste une image que je garde comme un secret ardent. Les manches relevées, la musique qui tourne, mes pieds qui retrouvent une cadence. C'était un rituel de renaissance, pas de revanche. Il y a des jours où Raphaël m'appelle simplement pour me demander comment va le pinceau, ou pour m'envoyer une photo des enfants peignants. D'autres fois, il hésite encore. Mais la balance a changé. Nous sommes partis d'une situation où mon nom était un gage silencieux, et nous arrivons peu à peu à une relation où la parole, la responsabilité et le respect s'accordent. Des compromis ont été faits, des blessures soignées, parfois rouvertes et pensées de nouveau. Ce n'est pas une fin triomphante, c'est un processus. Je continue à peindre. Les couleurs me donnent un espace pour nommer sans crier. J'enseigne, parfois, à des femmes qui se découvrent elles-mêmes après des années d'oubli. Je reçois des lettres qui racontent des histoires semblables à la mienne, et je réponds avec la même délicatesse que j'aurais aimé recevoir. J'ai mis en place des limites simples, des week-ends programmés, un appartement qui m'appartient, des dépenses partagées quand elles sont discutées, des mots posés sur la table. Ce sont des règles modestes, mais elles changent le monde. Si je devais donner un conseil, non pas une recette mais une suggestion amicale, je dirais ceci. Apprendre à reconnaître quand on donne par amour et quand on donne parce qu'on a appris à être utile. Il y a une grande différence entre la générosité et l'érosion. Protégez vos frontières comme vous protégez votre santé. Elles sont le lieu où vous vous retrouvez. Et si un jour vous lisez sur un écran des mots qui vous blessent, laissez-les être le signal d'alarme qu'ils veulent être. Un appel à vérifier qui récolte toujours votre présence. Je veux finir par une image. Un matin d'automne, assise à la table de mon atelier, je regarde Mathéo et Julia tracer des lignes maladroites sur un papier trop grand pour leurs petites mains. Ils sont concentrés, sérieux, et parfois se regardent comme si le monde était une énigme à résoudre ensemble. Je souris, parce que je sais que leur monde est plus vaste maintenant.
Il inclut la douceur d'un grand-mère qui sait dire non et qui sait aussi dire oui quand il le faut. C'est peut-être cela, au fond, l'art d'être présent sans s'y perdre. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Si ce récit vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous voulez en savoir plus sur la suite, mes expositions, mes ateliers, les rencontres qui ont suivi, regardez la vidéo suivante où je raconte comment j'ai construit mon premier cours en ligne et comment j'organise des stages pour les femmes qui reprennent pied. Votre histoire compte. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous aimeriez entendre ensuite.